sera un souvenir. Je veux pas de souvenir. Bonjour à tous. Encore un mois de mai plutôt riche dans les salles françaises, en parallèle du festival de Cannes qui s'y est déroulé. Quelques films plutôt intéressants sont sortis. Il y a évidemment le dernier film de la réalisatrice Kelly Reichardt, Showing Up, qui est brillant dans sa manière de filmer la matière et le quotidien d'une artiste, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais il y a aussi deux films qui ont retenu mon attention et qui sont les deux premières sorties des réalisateurs. Nos cérémonies de Simon Riette, un drame fantastique sur une puissance entre deux frères unis qui vont devoir faire face à l'arrivée de l'adolescence, et Disco Boy de Giacomo Abruzze qui livre une première œuvre colorée dans un contexte de guerre et de militantisme qui dépasse nos frontières. D'autres films m'ont moins marqué, comme L'amour et les forêts ou La fille d'Albino Rodrigue, bien qu'ils fussent intéressants sous certains points, comme notamment aussi Omar la fraise. Mais c'est le dernier en date que j'ai vu dont j'ai envie de vous parler. Il s'agit de celui-ci. L'île rouge. Car après la claque que fut Pacifiction l'année dernière, l'idée de repartir sur une île m'enchantait, d'autant que ce film est réalisé par Robin Campillo, un cinéaste qui avait réalisé l'événement 120 battements par minute en 2017 et aussi Eastern Boys en 2014. Le film s'ancre dans le Madagascar des années 70. L'île a son indépendance depuis maintenant 10 ans, mais la présence militaire française reste encore assez pesante, bien que leur départ est très proche. C'est dans ce contexte historique que l'on va découvrir une famille qui vit dans l'insouciance et profite des beaux jours et de la plage. Une famille riche, française, dont le père machiste est adjudant-chef des parachutistes de l'armée. Mais c'est directement dans l'œil d'un enfant, loin d'être crédule, se sentant pas très bien sur cette île, que le récit va commencer. Cet enfant représente le réalisateur lui-même, qui a vécu la même chose quand il était petit, avant que sa famille ne finisse par revenir en France. Ce procédé est assez similaire à celui de James Gray récemment avec Armageddon Time, où l'enfant filmé représentait aussi le réalisateur et le passage de l'innocence d'un gamin à une prise de conscience de l'injustice du monde. Sauf qu'ici, pas de crescendo ou de remise en question. On sent que Thomas, le jeune enfant, ne se sent pas bien et remarque que des choses clochent dans ses airs faussement heureux de sa famille. Et le film commence d'ailleurs de façon très étrange puisque c'est une scène d'animation qui le lance, mettant en scène l'aventure d'une super-héroïne qui combat des méchants gangsters. On comprend vite qu'il s'agit en réalité d'un livre que lit Thomas, mais ce parallèle avec ce qu'il vit va souvent réapparaître dans le film. Mais on va y revenir. J'ai bien aimé L'île rouge, je trouve que c'est un film intéressant qui observe d'un œil malin la vision du colonialisme. Sa mise en scène démontre cela par le hors-champ ou par l'invisible, par exemple les servants et servantes de la famille qui sont toujours cachés par un mur ou renvoyés par le père qui leur dit que c'est pas le moment de se montrer en train de travailler pendant que la famille dîne tranquillement, et c'est fait avec beaucoup de sobriété, avec des plans filmant ça de façon très discrète, à hauteur d'enfant, mais tout en dégageant la violence symbolique du geste. Ainsi, pendant presque tout le film, les habitants de Madagascar sont absents, ou sont vus de loin, sont jugés, méprisés, et le récit va s'ancrer autour de cette famille qui, à l'aube du retour en France, commence aussi à s'effriter. Et ce que j'apprécie dans le film, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fil ou d'histoire qui se suivent. C'est une sorte d'errance, mais une errance colonisatrice, un sentiment constant que ce Thomas et sa famille n'ont rien à faire sur l'île. Ils vivent ça comme des vacances, mais derrière tout ça se cache un paquet de secrets pas forcément révélés, d'histoires pas forcément racontées, un discours d'un général par-ci, une scène d'école apprenant le français par-là, des parachutistes en mission, et une querelle familiale qui explose. Il y a dans cette errance ce sentiment permanent que la famille n'est pas la bienvenue ici. Et la justesse d'écriture des personnages va aussi dans ce sens, car malgré son discours, Robin Campillo ne fait pas de la famille des gros méchants. Le père est à l'image du sien, je pense, et aussi une représentation du père de famille traditionnel de l'époque, qui balance parfois des petits propos machistes à sa femme, qui ne répond pas, la provoque parfois quand elle ose danser avec quelqu'un d'autre, mais sans le rendre obligatoirement violent ou antipathique. Il semble être un homme malheureux et en proie à des doutes qu'il n'assume pas, mais c'est toujours filmé de manière à ce qu'on sente que quelque chose de gênant se déroule, sans que ça soit vraiment explicitement raconté ou montré. Le personnage de Nadia, sa femme, et mère de Thomas, est assez juste aussi. Ce n'est ni une déesse, bien qu'elle soit pleine de bons sentiments, ni une méchante de film. Elle joue sa mélancolie de manière à sentir qu'elle aussi ne va pas bien, cache peut-être des choses, voit peut-être quelqu'un d'autre, on ne le saura jamais. Ce mal-être va aussi s'ancrer dans un personnage militaire tombant amoureuse d'une malgache, qui sera vite jugée autour de lui de sortir avec une, je cite, prostituée au pouvoir ensorceleur. Et ce militaire par ailleurs va développer une sorte de dépression post-mal du pays et devenir obsessionnel, ne voulant pas partir. Une autre forme de colonialisme portée par le sentiment. Toutes ces pistes qui n'ont pas de réponse sont à l'image de la logique que présente le film. Il n'y en a pas, car l'armée française n'a plus rien à faire sur ce territoire.
mais ils sont quand même là, et leur journée ne ressemble pas à grand chose, font toujours les mêmes mouvements, vont toujours aux mêmes endroits, mais comme on ne filme pas les habitants ou les manifestants de Madagascar, et que l'on a majoritairement que le point de vue du petit Thomas, les suivre dans leur quotidien devient une épreuve un peu troublante. Cette façon de scruter les rapports de domination des Français sur les autochtones, tout en montrant cette désillusion du colonialisme au sein de ceux qui la prônent, est très justement mise en scène. Et seul Thomas semble ne pas avoir de filtre et se rend compte de cette situation, raison pour laquelle il s'enfuit parfois avec sa petite camarade de classe, et s'imagine être cette super-héroïne du bouquin qui se bat contre des forces maléfiques. Le film est donc parsemé de petites scènes d'animation pour illustrer la violence cachée de la colonisation sous le regard d'un enfant lisant un livre. Les méchants intimident les gentils, leur font peur et cachent des actes qu'on ne connaîtra pas. Cela dit, pour moi, ces scénettes détruisent un peu le rythme du film et l'ambiance qui s'articule autour des paysages de l'île et de son ambiance pesante. Je comprends le principe de montrer ce contexte de manière enfantine, mais je trouve que ça prend parfois un peu trop de place au détriment du reste. C'est beaucoup plus efficace quand, en pleine scène anodine, le réalisateur se met à mettre le moindre fait et geste au ralenti, notamment les rires et supposés bons moments de la famille, car cela donne un contraste bien plus complexe dans ce malheur caché, qui essaie faussement d'être heureux lors de situations un peu absurdes, comme lorsque les parents essaient de tuer 2-3 frelons dans leur salle de bain, ou lorsque le père a la brillante idée d'offrir des bébés crocodiles à ses enfants, symbole encore d'une volonté de contrôler l'incontrôlable. À travers ce film, il est évident que le discours porte sur ce passé colonial et difficile de Madagascar, et c'est massivement montré du point de vue de Thomas, qui finit par se faire des vêtements comme la super-héroïne qu'il imagine, pour s'armer contre sa famille avec qui il a du mal, et contre ce qui lui semble injuste. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que, alors que Thomas est représenté comme le petit gentil conscient de tout ça, le film prend une autre tournure quand il se met à aller du côté de l'amoureuse du militaire, aussi militante pour le départ de l'armée française. Après une soirée arrosée et un premier dialogue malgache que l'on n'avait jamais encore entendu après presque 2 heures de film, Thomas décide de suivre cette jeune femme. Elle finit par le repérer, il est alors déguisé comme la super-héroïne, mais elle l'envoie bouler en lui disant d'arrêter de la suivre, et le petit prend peur et rentre chez lui, et on ne le reverra plus jamais du film. Je trouve cette scène géniale car elle est déjà un peu ridicule et elle renvoie vraiment l'enfant à sa position d'enfant, mais elle illustre intelligemment aussi que malgré les bons sentiments un peu niais du petit, l'inconnu lui semble quand même sauvage et dangereux malgré tout, et que son éducation et son quotidien l'ont malgré tout formaté à la classe sociale dont il est issu, et aussi à une représentation de la population malgache qui lui fait peur. C'est de nouveau une belle manière de mettre en scène les rapports de domination. Et c'est à ce moment-là que le film prend une forme plus libre, puisqu'il va concentrer ses 15 dernières minutes du côté des militants malgaches qui prônent le départ de l'armée française et dénoncent le colonialisme. Un vent de fraîcheur manquant peut-être un peu de peps, mais qui reste dans une mélancolie profonde, comme si, malgré cette bonne nouvelle pour les militants et pour cette femme, rien ne sera plus comme avant. Bref, L'Île Rouge est vraiment un chouette film qui fait d'un endroit paradisiaque un vecteur de mélancolie et de secret, en mettant son discours anticolonialiste non pas sous une forme militante, mais sous une forme de gênance, d'errance et de naïveté rappelée au réel. Il se dégage réellement une ambiance pesante et lourde, mis en lumière par ailleurs magnifiquement tant le décor est splendide, et les plans très beaux bien que parfois peut-être trop découpés. Les comédiens sont tous géniaux dans leur façon de cacher leur peur et leur désarroi, qu'il s'agisse du contexte politique dans lequel ils se trouvent, ou bien même de l'enceinte du couple qui se met à battre de l'aile. Je vous le conseille. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de voir le film. Il est toujours disponible en salle, donc n'hésitez pas à aller le voir. D'ici là, nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!